Eh bien, bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des représentations causales. Et on commence tout de suite avec une introduction plutôt longue, donc je ne tarde pas. Alors, dans le traitement de tout texte, excepté ceux décrivant une situation ou quelque chose, la causalité y sera présente. Quand je parle de texte, je parle au sens large, que ce soit avec une modalité visuelle ou auditive, donc par exemple avec un discours. Donc la causalité peut être physique, donc là c'est l'exemple du ballon. Par exemple, il y a un ballon qui, quand j'envoie le ballon par-dessus la fenêtre, il tombe au sol. Donc là, la causalité physique, ce sera tout simplement la gravité. Mais nous nous intéressons plus à la causalité intentionnelle, donc c'est-à-dire connaître les intentions et les buts d'un personnage ou d'une personne réelle pour comprendre et anticiper ses actions. Donc là, il y a vraiment l'idée de but et action qui sont primordiales dans toute causalité. Chercher une explication à tout est inhérent à l'homme, faisant qu'il peut parfois donner des raisons incorrectes, ne serait-ce que pour penser mieux comprendre la situation. Hop, on corrige cette petite faute. Et donc là, j'ai trouvé que ça se rapprochait un peu de l'attribution causale, en même temps, c'est dans le nom. Je donne un petit exemple pour montrer que oui, effectivement, c'est inhérent à l'homme, et puis aussi un autre exemple pour bien distinguer causalité physique et causalité intentionnelle, c'est l'exemple du séisme qui s'est produit à Haïti le 12 janvier 2010, où en fait, il y a déjà la science qui a donné une causalité en fait physique, donc ce sont les plaques tectoniques qui se sont rencontrées, je crois que c'est des frottements entre différentes plaques tectoniques qui a créé le séisme, et au contraire dans certaines religions, notamment dans le pentecôtisme, donc c'est une branche des protestants quoi. Là, eux, ils ont donné plus une raison, une causalité intentionnelle où ça serait Dieu en fait qui aurait volontairement créé ce séisme pour en fait punir le peuple vivant à Haïti, car certains d'entre eux pratiquent le vaudou et selon cette religion, le pentecôtisme, le vaudou ça serait un peu un culte à Satan, donc quelque chose disons, euh, de condamnable pour Dieu. Donc là vous voyez, il y a deux, ça montre bien dans cet exemple-là les deux types de causalité différentes. C'était l'intention de Dieu versus causalité physique, juste des plaques tectoniques qui s'entrechoquent. Voilà le petit exemple vite fait. Alors ainsi nous cherchons une représentation causale cohérente qui nous est nécessaire pour bien comprendre un texte. En plus du coup, euh, j'ai une représentation référentielle. Donc là c'était avec Van Dijk et Kinch. Pour la causalité intentionnelle, des schémas peuvent être activés en passant par la connaissance des états mentaux d'autrui. Donc là on comprend que c'est bien lié à la théorie de l'esprit, car on a besoin de connaître les états mentaux de la personne pour connaître ses buts et avoir des attentes sur ses actions. Alors par exemple, je reprends un petit peu, si une personne a un but, on s'attend à ce qu'elle cherche, au travers d'actions, à obtenir des résultats satisfaisants, bref, à atteindre son but. Et si au contraire, on a une personne qui possède un but mais ne fait aucune action pour obtenir ce but, on va penser qu'il y a un peu un problème dans ses comportements. Divers éléments d'un texte, comme les buts et les actions, ont un certain statut causal. Donc c'est un poids causal qui vont permettre d'être mieux retenus. Plus le statut causal est élevé, plus l'élément, la proposition syntaxique sera retenue. Dans certains cas, le descriptif, donc des propositions descriptives, peuvent aussi avoir un pouvoir causal. Pouvoir causal, statut causal, c'est la même chose. Donc là, j'ai pris un petit exemple. Si je dis qu'une personne a perdu un œil, là c'est juste descriptif, donc ça n'aurait pas de poids causal. De pouvoir causal, pardon. Cependant, dans un certain contexte, elle peut posséder un fort pouvoir causal si elle est la conséquence d'une cause antérieure. Si je dis qu'un policier a tiré sur le manifestant avec une balle de LBD et qu'il a ensuite perdu un œil, donc là l'action de perdre un œil, ce n'est plus qu'une description, c'est aussi la conséquence d'une cause antérieure, l'envoi de balles de LBD, ce qui fait que la description que le manifestant a perdu un œil enfin, possède à ce moment-là un fort pouvoir causal. La représentation causale se structurerait sous la forme d'une chaîne causale entre les événements euh, causaux les plus importants,
donc autrement dit les principaux événements de l'histoire, ceux-ci auraient plus de lien avec les autres événements. Donc ce qui se passe, c'est qu'on a certains événements, par exemple certains événements, certains buts dans l'histoire, qui ont beaucoup plus d'impact que d'autres, et qui sont donc beaucoup plus liés causalement aux autres événements. Donc les éléments causaux les plus reliés sont aussi les mieux rappelés, c'est l'hypothèse de connexité causale. Donc là, l'hypothèse de connexité causale, c'est quand on a un élément qui est la cause de beaucoup d'autres éléments d'un texte, ou quand un élément est la conséquence de beaucoup d'autres éléments d'un texte. Et donc voilà, plus il y a le lien, plus il y a de chances que ce soit la probabilité qu'on retienne est forte. Alors la représentation globale serait sous la forme de réseaux. Donc il y a la chaîne causale c'est les éléments principaux. Et il n'y a pas que la chaîne, il y a aussi d'autres petits éléments autour qui forment un réseau. Et ce réseau a une hiérarchie des événements sous forme d'épisodes. Donc par exemple le premier épisode, comme on a pu le voir dans le TD9, c'est le but principal de l'histoire. Et on peut avoir par exemple l'épisode 2, l'épisode 3. C'était l'exemple avec Jimmy qui voulait s'acheter un vélo. Des sous-buts. Donc là, l'épisode 2, l'épisode 3, ce sont des sous-buts. On doit faire le sous-but 3 pour revenir à l'épisode 2, faire le sous-but 2 pour revenir à l'épisode 1. Et pour au final, que Jimmy ait son vélo. Donc là, c'était l'exemple du TD9. Mais bon, plus de détails vont être donnés dans la présentation des deux modèles. Et là, du coup, les deux modèles sont les suivants. Le modèle en réseau à transition récursive de Trabasso-Van der Broek et Sou en 89. Je ne sais pas s'il va falloir retenir parfaitement le nom, parce que c'est un petit peu compliqué quand même les intitulés des modèles. Le second modèle, c'est le modèle de stratégie de sélection de l'état courant de Fletcher et Bloom en 88. Après, ils n'ont pas fait aussi l'état courant, ils ont fait aussi de sélection de l'état courant et du but. En fait, ils ont proposé un modèle à deux stratégies finalement. Parlons du premier modèle, donc celui de Trabasso, Van der Broek et Sou en 89. Mini pause. Alors, le premier modèle, donc celui de Trabasso et collaborateur, est descriptif. Donc en fait, il permet de rendre compte de l'état de notre représentation causale, autrement dit à quoi elle ressemble, après la compréhension du texte. Donc là, ce modèle détaille à quoi ressemble, il détaille à quoi ressemble le produit fini, donc notre représentation causale, après avoir compris le texte. Donc il n'est pas là à décrire comment on fait pour créer la représentation causale, il dit à quoi elle ressemble. Donc dans un premier temps, plutôt première partie, première construction, ce sont les catégories narratives qui seraient données à chaque proposition syntaxique. Donc en fait, la représentation causale, ça serait un ensemble de propositions syntaxiques auxquelles on attribue des catégories narratives. Donc ça peut être cadre, événement, but, action ou encore résultat. Alors pour cela, des schémas sont mobilisés, donc grammaire de récit, quand on sait, ça permet de savoir quel est le déroulé d'une histoire globalement, comment est construite l'histoire, et donc on peut savoir typiquement grâce à ce type de schéma que s'il y a un but, l'auteur va après, enfin l'auteur, celui qui possède le but va tout faire pour atteindre ce but, ou plutôt agir pour essayer d'avoir ce but au minimum. Donc du coup ces schémas permettent la création d'attentes sur les tentatives à atteindre un but. Donc là c'est ce que je viens de dire. Donc il y a une seconde construction, c'est la création d'attentes sur les... Non, c'est... pardon, je le reprends. Donc il y a une seconde construction, ce sont la création des relations causales entre les différentes propositions syntaxiques. Donc là on a toutes les propositions syntaxiques d'un texte qui sont utiles à la causalité. On leur attribue une catégorie narrative et ensuite on vient les relier entre eux. Et donc ces relations sont identifiées sous 4 règles. Donc la priorité temporelle, c'est la cause se passe temporellement toujours avant la conséquence. L'opérativité, donc le but est toujours actif et toujours responsable euh, des éléments futurs tant qu'il n'est pas atteint. On a la nécessité et ou la suffisance. Donc là, c'était l'exemple de la banane. Donc la nécessité, c'est quand A est nécessaire pour produire l'événement B. Donc si quelqu'un courait, il faisait son jogging, là il rencontre malheureusement sur le trottoir une peau de banane, il glisse et tombe. S'il n'y aurait pas eu la peau de banane, la personne ne serait pas tombée. Donc là, il y a la nécessité
de la banane, donc là, de la peau de banane. Donc là, si la peau de banane est l'élément A, il est indispensable à la chute, donc c'est une cause nécessaire. Au contraire, une cause suffisante, c'est une cause qui est probable, mais peut-être que d'autres choses auraient provoqué le résultat. Donc là, c'est l'exemple des talons aiguilles plus de la banane, où si la personne a déjà du mal à se déplacer avec ses chaussures, et qu'en plus elle rencontre une peau de banane, elle glisse au niveau de la peau de banane, là c'était suffisant car peut-être euh, qu'elle aurait tombé autrement. Il était probable qu'elle tombe autrement que par la peau de banane, mais juste je sais pas, en trébuchant autrement. Alors, pour finir, on a une troisième construction de cette représentation causale. Elle est consacrée à la transitivité des différentes relations. Donc, par exemple, si un but conduit à une action et une action conduit à un résultat, alors le but conduit à un résultat. Donc c'est pour faire plus simple que le C pour B, B pour A pour A, C pour A. Bref, ça c'est pas trop. Retenez l'exemple que je viens de vous dire oralement, si ça peut vous aider. Alors d'après ce modèle, notre représentation causale d'un texte serait sous la forme d'une chaîne causale, avec une hiérarchie d'épisodes possédant des sous-buts. Donc là je rappelle, épisode 2 c'est pour le premier sous-but, épisode 3 pour le second sous-but à atteindre avant de remplir l'autre sous-but à atteindre avant d'avoir le but principal. Donc des éléments particuliers, les buts, seraient davantage liés causalement aux autres propositions selon la règle d'opérativité. Donc oui, ça c'est la logique de la règle d'opérativité. Le but est la cause de toute chose qu'il suit tant qu'il n'est pas atteint. Donc là, il est lié énormément causalement aux autres événements, aux événements futurs, tant qu'il n'est pas atteint, ce qui fait, par ces liaisons, qu'il va être fortement, enfin il y a une forte probabilité qu'il soit rappelé suite à la lecture d'un texte et à sa compréhension. Donc là, j'ai fait un petit paint en prenant l'exemple de Mario Bros pour essayer de schématiser cette idée, cette représentation causale d'après leur modèle. Mais pour ça, il faut déjà que je vous raconte l'histoire pour ensuite vous puissiez attribuer cadre, événements, etc., etc. Donc là, tout d'abord, exemple de Mario Bros, le cadre, ça serait par exemple la proposition syntaxique suivante. Mario et Peach sont heureux dans leur château. Voilà, donc là, c'est le cadre. Ils sont dans un château, ils sont heureux, ils sont ensemble. L'événement, ça serait que malheureusement, il était particulier les champignons. Et là, il y a Peach qui s'est fait kidnapper par Bowser et ses sbires. Donc là, c'est l'événement. Et donc le but, si je dis une autre proposition qui pourrait correspondre au but principal de Mario, Mario veut retrouver, sauver la princesse Peach. Donc là, c'est la proposition syntaxique que je viens de citer qui pourrait servir euh, du but principal, donc le but du premier épisode, donc c'est vraiment le but qui fait toute l'histoire. Bon, il a besoin de passer par plusieurs sous-buts avant de sauver Peach. Par exemple, et donc là ça va être lié causalement, déjà d'atteindre le château où elle est enfermée, et avant d'atteindre ce château où elle est enfermée, il doit traverser le premier monde, par exemple. Donc là, causalement, on peut voir avec les petits traits orange, c'est relié. Euh, si Mario veut atteindre le château, c'est pour sauver la princesse Peach. Si Mario veut traverser le monde, c'est pour atteindre le château. Donc là, c'est des liens causaux entre des propositions qui étaient, disons, adjacentes. La transitivité, c'est quand on va relier des propositions qui étaient un peu plus éloignées. Donc là, en rouge, si Mario veut traverser le monde, c'est pour, in fine, sauver la princesse Peach. Voilà. Bon, après, j'ai mis une petite annotation, mais tout ça, c'est dans le TD9, où il y a un petit polycopier, où il y a disons, il y a un schéma de cette qui ressemble à ça, mais avec un exemple un peu plus simple. Là, c'était juste un petit exemple rapide, et puis là, j'imaginais que RE 1.1, ça serait le premier échec. Donc, typiquement, là, on a Mario qui réussit à atteindre le château, à battre, enfin, qui réussit à traverser le château, il réussit, voilà, il a atteint le château, il réussit peut-être à battre le premier sbire, par exemple Morton. Là, il y a une action qui revient, qui va conduire à l'échec, c'est il y a un autre sbire qui re-kidnappe Peach, du coup il va avoir un nouveau but
principal, c'est du coup de toujours re-sauver Peach, mais des mains du second sbire. Donc, etc., jusqu'à atteindre Bowser, et hop, vous avez gagné le jeu. Mais c'était juste un petit exemple pour un peu éclaircir les choses. Peut-être que l'exemple vous permettra de mieux comprendre ça. Alors, le pouvoir amnésique, donc pouvoir amnésique d'une proposition syntaxique, dépendrait de sa place dans la structure hiérarchique. Autrement dit, le but principal, sauver Peach, sera mieux retenu que les sous-buts. Il faut que euh, par exemple, il faut que je gagne le niveau 3, le niveau 3-1, enfin le niveau 3 du monde 3 par exemple. Voilà. Donc ça dépend aussi du nombre de relations causales qu'elle possède avec le reste du texte. Donc là, typiquement, les buts, donc là dans l'exemple que j'avais mis avec mon exemple de Mario, le but principal va avoir des liens causaux beaucoup plus nombreux parce qu'il va être aussi lié aux échecs, enfin au RE1, au RE2, etc., etc. Et donc en fait, oui, voilà, c'est les buts qui vont être liés euh, à presque tous les événements tant qu'il n'est pas atteint, donc forcément ça va être plus retenu. Et la troisième partie, du coup, oui, ça sera mieux retenu que juste quelque chose qui n'a pas beaucoup de relation causale, donc juste une action qui est juste située entre un résultat et un but. L'action sera un peu moins retenue parce qu'elle a un moins de relation causale. Oui, et du coup, la troisième propriété qui permet de connaître un peu le pouvoir amnésique d'une proposition, c'est si la proposition syntaxique appartient à la chaîne causale. Donc là, je rappelle, la chaîne causale, c'est le tronc de la structure, c'est les événements principaux de l'histoire. Si c'est juste un petit événement à côté, à part dans l'histoire, il y a moins de chances que ce soit rappelé. Bon, après, il y a différentes études sur le diapo qui ont montré cela. Enfin, dans le diapo, il y a écrit les différentes études, enfin les différents auteurs surtout, mais j'ai pas pris la précaution de Enfin, la précaution, j'ai pas pris le temps de les rédiger. Donc si vous voulez, n'hésitez pas à me demander. On passe maintenant au second modèle, donc le modèle de Fletcher et Bloom. Ce là il n'est pas juste descriptif, il décrit pas juste à quoi ressemble la représentation causale, il est fonctionnel, donc il explique comment euh, on arrive au résultat voilà, euh, de la représentation causale. Donc, il propose un traitement cyclique, comme le modèle de Van Dijk-Kinch, mais adapté à la représentation causale. Causale, pas caudale. Donc, l'analyse des propositions sémantiques permet de conserver en mémoire à court terme celles permettant l'élaboration d'une représentation causale cohérente. Donc en fait, il y a un peu une sélection, il y a un tri des propositions sémantiques. Celles qui sont intéressantes, qui permettent d'ajouter une causalité dans la représentation causale, vont être conservées en mémoire à court terme pour venir créer cette représentation causale. Bon, si elles ne servent à rien et qu'elles n'apportent aucune causalité, si c'est juste de la description par exemple, hop, ça passe en mémoire à long terme et ça ne sera pas pour cette représentation causale. La proposition ne servira pas pour la représentation causale. Donc, du coup, ça demande une stratégie de sélection, et nos auteurs ont proposé deux stratégies de sélection des propositions sémantiques. Donc là, oui, attention, j'ai dit syntaxique, mais pour le modèle de Fletcher et Bloom, on passe en proposition sémantique et non pas syntaxique. Proposition sémantique, c'est vraiment, avec l'analyse prédicative, c'est l'argument et le prédicat. La proposition syntaxique, c'est au niveau de la grammaire, c'est une partie de phrase. Notamment avec sujet, verbe, complément. Alors du coup, les deux stratégies proposées par les auteurs. Donc, on a une première dans laquelle uniquement les dernières propositions exprimant une cause seraient conservées dans les mois à court terme. Donc là, c'est la stratégie de l'état courant. État courant, cause, c'est un petit peu la même chose, quoi. Une seconde où l'on conserve en mémoire les buts du texte tant que ceux-ci ne sont pas atteints, en plus des dernières causes. Donc là, c'est la stratégie de l'état courant et du but. Donc là, on a deux stratégies qu'il va falloir départager au travers d'une étude pour savoir laquelle est vraiment présente dans notre système cognitif pour comprendre et fabriquer notre représentation causale. Donc pour ça, ils ont fait une petite étude où ils ont cherché à confronter ces deux stratégies avec, troisième stratégie, la stratégie référentielle de Kinch et Van Dijk en 78. Donc là, c'était avec la microstructure
des macro-règles pour construire la macrostructure. C'était ça, la stratégie référentielle. Même si en 83, ils ont retiré cette idée, ils ont quand même repris là pour comparer, alors qu'on était plus tard, on était en 89. Attendez, parce que j'ai confondu 88 et 89. Ouais. Du coup, il va falloir que je regarde c'est lequel 88-89. Je mettrai les chapitrages à la bonne date. Alors du coup, retournons à notre petite étude. Donc, ils vont comparer des modélisations de ces stratégies avec celui créé par le rappel de participants sur 8 récits. Donc, ils ont 8 récits, ils créent des modèles pour chacune des 3 stratégies, et ça crée des probabilités qu'une proposition sémantique d'un texte ressorte. Et on compare chaque modélisation avec les probabilités des phrases sorties dans l'étude avec les participants, quoi. Donc on compare l'échantillon à 3 modèles, quoi, et on regarde lequel correspond plus aux différences de rappel des propositions. Alors donc là, c'est les résultats. Chaque stratégie explique une part de la variance des propositions rappelées. Donc autrement dit, on a la stratégie de l'état courant qui explique 31% de la variance des propositions rappelées. Donc elle explique dans 31% des cas pourquoi il y a un écart entre deux propositions dans le rappel. Donc dans 27% des cas, c'est la stratégie de l'état courant et du but. Et dans 21% des cas, c'est la stratégie référentielle avec les macro-règles. Donc là, ce qu'il faut juste comprendre, c'est que les trois, en fait, expliquent une part de la variance, donc chacune explique un peu en quoi deux phrases n'ont pas le même pourcentage de rappel. Donc on peut finalement retenir, donc là c'est la petite conclusion, que la cohérence référentielle et causale est indispensable pour la création d'une représentation mentale occurrente cohérente. Autrement dit, bien comprendre. La représentation mentale occurrente cohérente, c'est juste une bonne compréhension. Avec la cohérence causale, je rappelle, c'est avec la représentation causale. Et la cohérence référentielle, c'est notamment, on l'a vu avec Van Dijk et Kinch en 83, le modèle de situation. Alors de plus, il existe une représentation multiniveau d'un texte et de son contenu. Et donc là, un petit paint pour venir rappeler tout ce qu'on a fait dans le chapitre 1 en cours. Et du coup, un résumé de mes 3 vidéos en fait. Enfin, un résumé vraiment rapide que je vous présente tout de suite. Donc là, ça serait bien que tu t'en ailles. Oui, c'est bien. Ici, on a le texte qui entre en mémoire à court terme. Ici, il y a le goût d'étranglement avec les informations, les propositions syntaxiques ou les phrases qui viennent une par une dans la mémoire à long terme. Donc, la mémoire à long terme va pouvoir remplir, disons, la structure de surface. Donc là, c'est toute la forme, mot par mot, exactement comme c'était construit le texte. Donc la structure de surface qui est peu accessible. La base de texte qui est moins accessible, c'est les différentes propositions sémantiques qui sont stockées en mémoire long terme, qui sont construites, mais qui sont encore une fois un peu plus accessibles que la structure de surface, mais pas non plus très accessibles, quoi. Et aussi la création du modèle situation. Donc là aussi, on peut utiliser pour un modèle situation plus fort, efficace, nos représentations types, c'est-à-dire nos connaissances sémantiques qui peuvent venir ajouter, renforcer notre modèle de situation. Donc ça, c'est Van Dijk, ou Van Dijk, je sais pas comment on dit, et Kinch en 83, c'était ces trois représentations-là. Donc la représentation multiniveau. Ensuite, pour la représentation causale, c'est des phrases qui sont maintenues en mémoire à court terme qui vont pouvoir permettre la création d'une représentation causale, donc avec des propositions qui possèdent une causalité et qui vont être ajoutées dans la représentation causale, puis liées aux autres phrases, enfin aux autres propositions déjà présentes. Et ainsi de suite jusqu'à construire notre chaîne causale et notre représentation causale avec notre hiérarchie, nos épisodes, etc. etc. Alors j'ai mis aussi que les connaissances sémantiques peuvent rentrer dans les représentations causales. Pourquoi? Parce qu'on peut faire des inférences même dans la représentation causale. Par exemple, si je dis que j'ai sorti mon barbecue, on va pouvoir inférer, d'après nos connaissances, que je vais
que je vais cuire de la viande. C'est peu probable que je cuise des endives avec un barbecue, quoi. Et là, de même, pour le modèle de situation, on utilise nos représentations types pour enrichir le modèle de situation, et pour ainsi comprendre au mieux, et en se détachant, surtout quand on est expert, un peu du texte. Et donc là, on verra, les représentations types, ça permet les inférences. Donc là, c'est le second chapitre. Je ferai des vidéos là-dessus, du coup, vu que c'est tout le chapitre 2. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.